C'est plus cher que sa vie inutile de vieille. Ricardo, le magnate de la technologie, a dû travailler dur pour gagner des milliards et acheter ce manoir. Pas pour que vous le transformiez en une porcherie de village. Sophia siffla entre ses dents, chaque mot comme une aiguille plantée dans l'orgueil de l'auditrice. Restez immobile, ne touchez à rien d'autre. Vous ne servez qu'à m'encombrer la vue. À quelques pas de là, cachée derrière une grande plante de la chance, Laetitia, la serveuse de 26 ans, resta pétrifiée. Laetitia, avec ses cheveux blonds dorés attachés en un chignon soigné, serrait si fort le chiffon de nettoyage dans ses mains que ses articulations en devenaient blanches. Malgré son uniforme de servante déjà usé, sa beauté délicate et ses yeux clairs brillaient étrangement dans cette maison étouffante. Mais à ce moment-là, ses yeux étaient grands ouverts par la peur. Elle n'avait jamais été témoin d'une scène aussi cruelle. Pendant les 3 mois passés à travailler là-bas, Laetitia avait toujours été considérée comme invisible. Elle n'était qu'une ombre nettoyant des empreintes, des mains servant des plateaux de reste. Mais aujourd'hui, la méchanceté s'était manifestée clairement sous ses yeux. Laetitia voulut s'enfuir. Elle voulut aider Madame Elena. Elle voulut crier à Sophia de s'arrêter. Madame Elena était la seule dans cette cage dorée à avoir demandé à Laetitia : « As-tu déjà déjeuné ? Est-ce que ton petit frère est sage à la maison ?» Mais Laetitia s'arrêta net. La peur du pouvoir, de sa propre pauvreté, la maintenait clouée au sol froid. Elle n'était qu'une fourmi. Si elle parlait, elle serait écrasée immédiatement. Soudain, le vrombissement d'un moteur de voiture se fit entendre depuis la cour. Suivi par le coup sec et fort d'une portière de voiture qui se fermait, l'atmosphère dans la salle à manger changea en un instant. Sophia s'arrêta. Son visage ridé par la colère se détendit avec une rapidité terrifiante. Elle lissa l'ourlet de sa robe, rejeta ses cheveux en arrière et un sourire aussi doux que le miel, un miel empoisonné, apparut sur ses lèvres. Elle s'approcha de Madame Elena, posa ses 2 mains sur les épaules de la vieille femme et les frotta doucement. « Oh, chère mère, ne vous inquiétez pas autant. C'est juste la nappe. Je dirai à la servante de la nettoyer. » Madame Elena regarda sa belle-fille. Ses yeux reflétaient encore l'horreur qui n'avait pas eu le temps de s'effacer. Elle tremblait, sans comprendre ce qui se passait. « Prenez cette tasse de thé, mère. » Sophia servit rapidement une nouvelle tasse de thé de la théière en argent, sa voix douce comme une chanson. « J'y ai mis un rare tonique spécial pour que vous vous rétablissiez. Ricardo est déjà revenu. Mère, rappelez-vous de sourire. » La grande porte de chêne s'ouvrit toute grande. Ricardo entra, à 35 ans. Cet homme dégageait une élégance mortelle. Son costume italien bleu marine épousait son corps athlétique. Ses chaussures en cuir brillant reflétèrent la lumière du lustre en cristal. Il était l'épitome du succès, du pouvoir. Mais ses yeux, bien qu'aiguisés pour les affaires, étaient complètement aveugles à l'intérieur de sa propre maison. C'est l'une de ces histoires de millionnaires dont peu connaissent le côté sombre. « Bonjour aux 2 plus belles femmes de ma vie, » dit Ricardo, sa voix grave et chaude résonnant, dissipant la tension restante dans l'air. Sophia se glissa aux côtés de son mari comme une brise parfumée au Chanel. Elle se mit sur la pointe des pieds, lui donna un baiser passionné sur la joue, tout en caressant le revers de sa veste. « Bonjour, mon amour. Comment s'est passée la réunion d'hier ? Excellente, chérie. » Ricardo sourit, puis il se dirigea vers la table, où sa mère était recroquevillée. Il posa une main sur l'épaule de sa mère, la serrant doucement. « Comment allez-vous, mère ? Aujourd'hui, je vous trouve un peu pâle. » Madame Elena regarda son fils, voulut parler, voulut crier qu'elle avait peur, qu'on la tourmentait. Mais le regard de Sophia, debout derrière Ricardo, la traversait. Un regard aigu, d'avertissement, menaçant. La vieille femme déglutit, la gorge amère. « Je vais bien. Mon fils. Sophia, la petite s'occupe très bien de moi. Bien sûr. » Ricardo se tourna vers sa femme avec un regard plein de fierté et d'amour. « J'ai beaucoup de chance de t'avoir. Sophia, merci de t'occuper de ma mère pour moi. C'est mon devoir.
Mon amour. Sofia sourit timidement. Puis, elle poussa doucement la tasse de thé vers Madame Elena. Allez, mère, buvez-le pour vous réchauffer. Ce tonique est très bon. Ricardo regarda sa montre. Mince, je suis en retard pour ma réunion avec les partenaires japonais. Je dois aller à mon bureau immédiatement. Vous deux, installez-vous confortablement. Il baisa doucement le front de sa femme, puis se dirigea rapidement vers le couloir, laissant derrière lui une scène familiale parfaite et glaçante. Dès que la porte du bureau se ferma avec un clic sec, le sourire sur les lèvres de Sofia s'éteignit comme si quelqu'un avait coupé le courant. Elle se retourna brusquement, son visage reprenant sa froideur cruelle d'origine. Elle se pencha et murmura à l'oreille de Madame Elena, sa voix sifflant entre ses dents. « Buvez tout, immédiatement. Ne gaspillez pas mes efforts. Et si vous osez dire un demi-mot à Ricardo, je vous enverrai dans l'hospice de vieux le plus misérable de cette ville. » Madame Elena leva la tasse de thé d'une main tremblante. L'arôme du thé était parfumé, mais elle percevait une odeur étrange, âcre, comme celle des amandes amères. Elle ferma les yeux, avalant chaque gorgée, les larmes roulant sur ses joues ridées. Laetitia, depuis sa cachette derrière le meuble-bar, frissonna. Elle déplaça rapidement la plante ailleurs avant d'être découverte. 15 minutes plus tard, le manoir sombra dans un silence inquiétant. Laetitia nettoyait le couloir du rez-de-chaussée quand elle entendit des halètements lourds venant de la chambre de Madame Elena. Elle regarda furtivement par la porte entr'ouverte. Madame Elena était assise dans un fauteuil, ses deux mains pressées contre son abdomen. Son visage était livide, sans une goutte de vie. Elle transpirait abondamment à froid, trempant le col de sa blouse. Elle haletait, chaque respiration courte comme celle de quelqu'un sur le point de manquer d'air. « J'ai mal. J'ai très mal », gémissait-elle, sa voix faible comme le miaulement rauque d'un chaton. Sofia était près de la fenêtre, tournant le dos à sa belle-mère. Elle tapait furieusement sur son téléphone, ses ongles claquant sur l'écran. Madame Elena. Laetitia ne put se retenir. Elle chuchota. Sofia se retourna brusquement. Ses yeux se plantèrent dans Laetitia comme des flèches. « Que faites-vous ici? Vous espionnez ?»« Madame. Madame. » Madame Elena semble souffrir beaucoup. Elle a du mal à respirer. Laetitia bafouilla, désignant la vieille femme qui se tordait. Sofia lança un regard superficiel à sa belle-mère, puis sourit avec dédain. Un sourire aussi insensible que cruel. Juste un mal de ventre. Toutes les vieilles sont comme ça. Elle exagère juste pour que son fils la dorlote, dit-elle, d'un ton ennuyé comme si elle parlait d'un animal malade. J'ai déjà appelé le médecin, mais même un remède miracle n'aidera pas cette vieillesse sénile. Laissez-la tranquille. Ne dérangez pas Ricardo. Il gagne de l'argent pour entretenir cette grande bouche. Cela dit, Sofia sortit de la chambre d'un pas posé, l'arôme puissant de son parfum coûteux étouffant l'odeur de sueur et de maladie dans la pièce. Laetitia resta immobile, regarda Madame Elena se tordre. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Laetitia courut rapidement à la cuisine pour chercher de l'eau tiède. Son cœur battait fort dans sa poitrine, juste en entrant dans la cuisine. Elle entendit un bruit étrange. C'était Sofia. Elle était descendue à un moment donné. Laetitia, effrayée, recula et se cacha dans le recoin sombre entre le grand réfrigérateur et le mur. Elle retint sa respiration, essayant de se faire la plus petite possible à travers l'étroit interstice. Laetitia vit Sofia debout, devant le plan de travail brillant en granit noir. Elle regardait autour d'elle furtivement comme quelqu'un cherchant quelque chose, quand elle fut sûre qu'il n'y avait personne. Sofia plongea la main profondément dans son soutien-gorge. Elle en sortit un petit flacon en verre. Le flacon était transparent, sans étiquette, et contenait un liquide incolore qui brillait sous la lumière de la cuisine. Laetitia plissa les yeux. Sofia sortit de sa poche un mouchoir en soie d'un blanc immaculé, brodé d'un S doré. Avec précaution, elle essuya le goulot du flacon, le corps du flacon, effaçant méticuleusement jusqu'aux empreintes digitales les plus ténues. Son visage était à ce moment-là intensément concentré, froid et terrifiant.
Après avoir nettoyé, Sophia se baissa. Elle ouvrit le tiroir inférieur du four encastré. Un tiroir plein de poussière et de plateaux rouillés que personne ne touchait jamais. Elle fourra le flacon dans le coin le plus profond, caché derrière les vieux plateaux. Clic. Le tiroir se ferma doucement. Sophia se redressa, fit une boule du mouchoir en soie usagé et le jeta directement dans la poubelle intelligente. Le couvercle de la poubelle se ferma automatiquement. Avalant la preuve, elle s'essuya les mains, ajusta sa robe et sortit de la cuisine avec une expression imperturbable, comme si de rien n'était. Le son de ses talons s'estompa progressivement. Laetitia attendit de ne plus entendre aucun bruit avant d'oser sortir. Ses jambes étaient molles. Elle faillit s'effondrer sur le sol froid. Elle s'agrippa au bord du plan de travail en pierre. Ses yeux étaient fixés sur le tiroir sombre du four. Un frisson parcourut son dos, lui hérissant la peau. Madame Helena s'était affaiblie après avoir bu le thé, l'insupportable mal de ventre et le flacon sans étiquette caché dans le soutien-gorge. Puis jeté dans l'endroit le plus discret. Ce n'était pas une maladie. Ce n'était pas la vieillesse. C'était un acte de malveillance intentionnelle. Tremblante, Laetitia servit de l'eau tiède dans un verre, mais ses mains tremblaient tellement que l'eau se renversa, trempant la manche de son uniforme. Elle savait qu'elle venait d'être témoin d'un danger qui ne portait pas de cape noire ni ne brandissait de faux, un danger qui portait une robe en soie de créateur, se parfumait au Chanel et appelait « chère mère » sa victime. Et la victime du danger haletait au 2e étage, complètement inconsciente. Laetitia respira profondément, essayant de réprimer les nausées qui lui montaient à la gorge. Elle était une pauvre serveuse, sans argent, sans pouvoir. Mais elle avait des yeux, et elle avait tout vu. La bataille silencieuse dans ce manoir de millionnaires venait de commencer. Ces histoires de millionnaires cachent souvent de nombreux secrets. Laetitia n'avait pas eu le temps de se remettre de l'horrible découverte dans la cuisine quand la sonnette retentit avec insistance. Des camions chargés de fleurs fraîches, de nourriture gastronomique et de personnel de traiteur commencèrent à arriver au manoir. Ce soir, Ricardo organisait une fête pour d'importants partenaires de la Silicon Valley. Elle n'avait pas le temps de réfléchir ou de ressentir la peur. L'intendante, Martha, lui fourra dans les mains un lourd plateau d'argent avec des coupes de champagne en cristal, lui ordonnant d'aller au salon principal pour servir. 7 heures du soir, le manoir s'était transformé en un palais de lumière, de luxueux lustres en cristal, une musique classique douce et le parfum coûteux de la haute société de Polanco se mélangeaient, créant une façade glamour qui cachait la vérité intérieure. Ce sont des histoires romantiques qui renferment souvent une tragédie. Laetitia, avec son uniforme noir et blanc impeccablement repassé et ses cheveux blonds dorés attachés en un chignon haut révélant son cou délicat, se déplaçait comme une ombre parmi les costumes élégants et les robes de soirée éblouissantes. Mais ses yeux ne quittaient pas Sophia. Sophia était éblouissante ce soir, dans une robe de soirée rouge vin, ornée de pierres précieuses faites à la main, valant des dizaines de milliers de dollars. Elle était au bras de Ricardo, riant et discutant avec grâce. Mais dès que Ricardo se tourna pour parler à un investisseur, Sophia se sépara immédiatement et se dirigea vers Madame Helena. Madame Helena était assise dans un fauteuil roulant, tapissé de velours dans un coin de la salle, ressemblant à un objet d'exposition pour démontrer la piété filiale de l'hôte. La vieille femme était épuisée, la tête basse. Laetitia vit Sophia prendre une tasse de thé en porcelaine sur le plateau d'un autre serveur. Elle se retourna discrètement, glissant sa main dans le décolleté de sa robe. Une seconde, juste une seconde. Laetitia vit le reflet de ce petit flacon en verre. Sophia versa rapidement quelques gouttes dans la tasse de thé, l'agita doucement, puis cacha le flacon dans un pli de la serviette qu'elle tenait à la main. L'odeur d'amandes amères. Cette odeur flotta à nouveau, s'infiltrant parmi l'arôme puissant du parfum. Sophia se retourna, un sourire aimable sur les lèvres, et offrit la tasse de thé à Madame Helena. « Mère, prenez un peu de thé pour réchauffer votre estomac. » Laetitia sut qu'elle ne pouvait pas hésiter. Si Madame Helena buvait cette gorgée, avec son état de santé actuel, elle pourrait s'effondrer sur le champ.
Mais qui la croirait? Une serveuse accusant la respectable dame de la maison. Il n'y avait pas de temps pour calculer. Laetitia serra le plateau de champagne. Elle prit une profonde inspiration et se lança, en passant à côté de Sophia. Laetitia trébucha exprès. Aïe! Tout son corps fut projeté vers l'avant. Le plateau de champagne s'envola de ses mains. Laetitia tomba, et sous l'impulsion, elle agita le bras avec force. Crac! La tasse de thé dans la main de Sophia vola en éclats. Le thé chaud et épais éclaboussa la coûteuse robe de soirée rouge vin. La salle tomba dans le silence. La musique s'arrêta. Dans ce moment de chaos, alors que Sophia criait à cause de la chaleur et des dégâts, la serviette dans sa main tomba. Le petit flacon en verre roula sur le tapis, aussi rapide que l'éclair, profitant du fait que tout s'était concentré sur la robe tachée de Sophia. Laetitia saisit le flacon et la serviette, les fourrant dans la poche large de son tablier. « Espèce d'idiote inutile !» siffla Sophia, le visage rouge de colère. Elle regarda la robe tachée, puis Laetitia qui se relevait maladroitement à ses pieds. Le regard de Sophia parcourut rapidement le sol. Elle se rendit compte que la serviette et le flacon avaient disparu. Elle fixa la poche du tablier de Laetitia. Un éclair aigu et calculateur brilla dans les yeux de la femme. Sophia plongea la main dans son sac à main incrusté de diamants, en sortit quelque chose de brillant, et tout en feignant de se baisser pour pousser Laetitia, elle laissa tomber l'objet doucement dans la poche du tablier de la jeune femme. « Inutile, tu as ruiné ma robe de vin. 0, 0, 0 $, cria Sophia, attirant l'attention de tous. Puis, soudain, elle changea de ton, pointant directement la poche de Laetitia. « Attendez, qu'est-ce que vous avez qui dépasse de votre poche ?» Avant que Laetitia ne puisse comprendre ce qui se passait, Sophia plongea brusquement la main dans la poche de son tablier. Elle en sortit une grosse bague en diamant, la bague de fiançailles que Ricardo lui avait offerte. Mon Dieu! Ma bague! Sophia leva la bague, son visage affichant une expression d'étonnement extrême. Regardez tous, elle vient de me renverser de l'eau pour me distraire. Et ensuite elle m'a volé. C'est une voleuse. Les murmures s'élevèrent comme un essaim d'abeilles. Des regards de mépris et de dégoût se dirigèrent vers Laetitia. Non, ce n'est pas vrai. Elle me calomnie. Je ne l'ai pas prise. Laetitia secoua la tête en panique, les larmes jaillissant. Elle regarda autour d'elle en quête d'aide, mais ne trouva que des visages froids. La foule s'ouvrit. Ricardo s'approcha. Son beau visage s'assombrit. Il regarda la robe tachée de sa femme, la bague dans la main de Sophia, puis Laetitia agenouillée au sol, sans la moindre hésitation, sans une seule question. Je nourrissais un serpent en mon sein. La voix de Ricardo était froide comme la glace, pleine du mépris absolu de quelqu'un qui regarde de haut. L'avidité d'une humble serveuse va jusque-là. « Monsieur Ricardo, s'il vous plaît, je ne l'ai pas prise. Je voulais seulement... » Laetitia tenta d'expliquer. Ses mains tremblaient, voulant sortir le flacon pour prouver son innocence. Mais Ricardo ne lui en laissa pas l'occasion. « Tais-toi » cria-t-il. « Tu es une vulgaire fille. Sors de ma maison, avant que j'appelle la police pour qu'ils te jettent en prison. Ne réapparais plus jamais avec ton sale visage par ici. Considère cela comme ma dernière leçon de charité. » Il fit un geste de la main. 2 énormes gardes de sécurité firent irruption immédiatement. Ils soulevèrent Laetitia comme si c'était un poulet et l'entraînèrent vers la porte. Sophia resta là, accrochée au bras de son mari, souriant triomphalement, tout en regardant la petite silhouette s'éloigner. Bang! La lourde porte de fer se ferma brusquement. Laetitia fut jetée avec force dans une mare de boue à l'extérieur du manoir. La pluie torrentielle de la nuit tombait à verse, froide et cinglante, emportant ses larmes, mais sans pouvoir laver l'amère humiliation qui s'attachait à elle. L'eau froide de la pluie frappait le visage de Laetitia. Se mélangeant à la boue qui couvrait son uniforme, elle se releva maladroitement, tout son corps douloureux par la chute. La gifle de Sophia commençait maintenant à enfler et à brûler comme le feu. Laetitia ne pleurait plus. Le désespoir initial avait été figé par la froideur de la réalité. Elle se mit debout, titubant dans la rue solitaire du quartier riche, où même les poubelles étaient de plus propres que sa propre chambre.
Dans son esprit, il n'y avait qu'une pensée. Madame Helena. On l'avait licenciée. Madame Helena était maintenant complètement seule dans cette maison avec Sofia. Ce soir ou demain, elle pourrait s'effondrer. Et Laetitia, celle qui avait été renvoyée sous l'accusation de vol, ne pourrait rien faire. Elle traîna ses pas jusqu'à sa misérable chambre à la périphérie de la ville. La petite chambre humide et moisie l'accueillit avec silence. Laetitia se souvint de son frère, Andrés, étudiant en biochimie, et l'inquiétude pour son avenir lui serrait le cœur. Elle avait abandonné l'école et travaillé dur pour que son frère puisse poursuivre ses études. Sa mère était décédée il y a longtemps, et son père était également mort en laissant des dettes, laissant une lourde charge sur ses épaules. Tremblante, Laetitia retira son tablier trempé, lourd d'eau de pluie et de boue. Elle allait le jeter dans la pile de linge. Clink, un son aigu et léger, résonna quand le tablier toucha le bord de la pile en plastique. Laetitia s'arrêta net. Son cœur fit un bond. Elle se baissa rapidement, plongeant la main dans la poche profonde de son tablier, là où Sofia avait mis la main pour sortir la bague, mais n'avait pas senti ce qui se trouvait au fond. Ses doigts touchèrent un objet froid et lisse. Elle le sortit sous la faible lumière jaune de la chambre. C'était le flacon en verre, le petit flacon transparent, toujours bien fermé. À l'intérieur, une petite quantité de liquide incolore, seulement quelques millilitres, brillait doucement. Et avec lui sortit la serviette en soie, brodée de la lettre S stylisée, la serviette que Sofia avait utilisée pour essuyer le flacon de poison et que Laetitia avait réussi à attraper rapidement pendant le chaos. Laetitia retint sa respiration. Elle ouvrit le bouchon du flacon. Elle l'approcha de son nez et sentit doucement, odeur d'amandes amères. Cette odeur âcre qu'elle avait perçue dans la faible respiration de Madame Helena, dans la tasse de thé du matin et à la fête de ce soir. Ce n'était pas un rêve. C'était une preuve. Sofia, dans sa colère pour la robe et concentrée sur la farce de la bague, avait oublié que le flacon dont elle tentait de se débarrasser se trouvait toujours dans la poche de Laetitia. Ou peut-être était-elle trop arrogante, pensant qu'une serveuse stupide ne saurait pas ce que c'était et le jetterait comme une ordure. Les mains de Laetitia tremblaient, mais ce n'était plus à cause du froid. C'était le tremblement de l'espoir et de la peur la plus profonde. Elle saisit son téléphone à l'écran brisé qui se trouvait sur la table de nuit, composant un numéro avec ses doigts humides. « Andrés, réponds. S'il te plaît. S'il te plaît. » La sonnerie retentit interminablement. Andrés, 21 ans, était un brillant étudiant de dernière année de biochimie. C'était le frère le plus intelligent de Laetitia. Tous deux avaient grandi ensemble, et Andrés était le seul espoir en qui Laetitia pouvait avoir confiance à ce moment-là. Elle avait sacrifié son avenir pour que son frère puisse poursuivre ses études. « Andrés !» cria Laetitia. Sa voix se brisa. « J'ai besoin de toi, tout de suite. J'ai quelque chose qui peut causer un grave dommage. J'ai été accusé injustement, et quelqu'un est en danger. » De l'autre côté de la ligne, il y eut une seconde de silence. Puis la voix d'Andrés devint sobre et sérieuse. « J'arrive tout de suite. N'ouvre la porte à personne d'autre. 30 minutes plus tard. » La porte de la chambre s'ouvrit. Andrés entra en courant, également trempé par la pluie. Il vit sa sœur recroquevillée sur le lit, le visage enflé, serrant le flacon comme un trésor. Il ne posa pas beaucoup de questions. Andrés sortit de son sac à dos un kit de test rapide, quelque chose qu'il portait toujours sur lui pour ses expériences scolaires. Il mit des gants, prit soigneusement une goutte du liquide du flacon, la posa sur du papier de tournesol et ajouta une autre goutte de réactif chimique. La pièce tomba dans le silence. On n'entendait que le tapotement de la pluie sur le toit en tôle. Laetitia fixa le papier test. La couleur du papier changea lentement, du blanc au jaune pâle et enfin à un brun foncé, presque noir. Andrés recula d'un pas. Son visage était pâle. Il leva les yeux pour regarder sa sœur. Ses yeux derrière ses lunettes de myope écarquillées par l'horreur. « Sœur !» Sa voix tremblait, brisée par la peur. « Ce n'est pas bon. Le résultat est extrêmement positif. »« Qu'est-ce que c'est ?» chuchota Laetitia, bien que dans son cœur elle ait déjà deviné la réponse. « C'est de l'arsenic. De l'arsenic. »
Andrés déglutit. La concentration dans ce flacon, quelques gouttes par jour, suffirait à affaiblir une personne saine en 1 mois, le faisant paraître pour une maladie de la vieillesse. Mais, si la quantité restante dans ce flacon est consommée d'un seul coup, il laissa la phrase en l'air, regardant la quantité de liquide restante. « Et quoi, frère ?» Laetitia saisit la manche de son frère. « Alors cette personne s'effondrera gravement dans les prochaines 24 heures. Arrêt cardiaque, défaillance multiviscérale. Il n'y a aucun moyen de la sauver si on ne lui donne pas un antidote immédiatement. » Laetitia lâcha la main de son frère, regarda l'horloge. Il était 2 heures du matin. Madame Elena était seule avec Sofia. Et Sofia perdait le contrôle à cause de l'incident de ce soir. Le compte à rebours pour la vie de Madame Elena avait commencé. 24 heures. Elle n'a pas 24 heures. Laetitia se leva du lit, son visage pâle, sans une goutte de vie. Elle saisit sa fine veste, ses yeux brûlants de détermination. « Andrés, tu dois trouver un antidote, immédiatement. Je me fiche de combien ça coûte ou de l'endroit où tu dois aller. Cherche du dimercaprol ou n'importe quoi qui puisse sauver quelqu'un touché par l'arsenic aigu. Je retournerai au manoir. Mais, sœur, ils t'ont licencié. Si tu reviens à minuit, ils appelleront la police et t'arrêteront. » Andrés lui retint la main. Inquiet. Au diable la police. Laetitia écarta la main de son frère. Sa voix se durcit plus forte que jamais. « Si je n'y vais pas, demain, ils présenteront leurs condoléances à Madame Elena. Envoie les résultats du test à l'adresse électronique de Monsieur Ricardo pour moi. Et si tu peux, pirate les caméras de la cuisine. J'ai besoin de toutes les preuves. » Laetitia sortit en courant de la chambre, disparaissant dans l'obscurité de la nuit pluvieuse. Dans le manoir Morales, à Polanco, 3 heures du matin. Le silence luxueux du quartier riche fut interrompu par le son assourdissant de l'alarme médicale du moniteur cardiaque dans la chambre de Madame Elena. La vieille femme subissait des convulsions violentes. Tout son corps se cambrait. Ses yeux se révulsaient et de l'écume blanche sortait de sa bouche. Ricardo, encore vêtu de son costume de la fête, fit irruption dans la chambre. Son visage était consterné. Il se jeta sur le lit en tenant fermement les épaules de sa mère. « Mère, mère, où est le médecin? Où est Eduardo? Le médecin personnel ?» rugit-il. Sofia était dans un coin de la chambre, se couvrant la bouche avec la main. Ses épaules tremblaient comme si elle sanglotait. Mais derrière sa main, aux ongles parfaitement soignés. Ses yeux étaient froids, fixés sur l'écran du moniteur cardiaque qui clignotait sauvagement. Elle venait d'envoyer un message en secret. « Presque prêt. Prépare les documents d'assurance. » Le docteur Eduardo, un homme d'un certain âge à l'aspect imposant, injecta lentement un sédatif dans le bras de Madame Elena. Il secoua la tête. Il retira son stéthoscope avec une expression grave. « Je suis désolé. Monsieur Ricardo, le cœur de votre mère est très faible. C'est une insuffisance cardiaque aiguë due à l'âge. Les organes internes défaillent simultanément. Nous devons nous préparer au pire. Vous dites des bêtises. » Ricardo saisit le médecin par le col, ses yeux injectés de sang. « Ce matin, ma mère prenait encore son thé. Elle parlait encore. Comment cela peut-il être une insuffisance cardiaque? C'est la loi de la vie et de la mort. Monsieur, s'il vous plaît, gardez votre calme pour que votre épouse puisse partir en paix. » Le docteur Eduardo parla d'un ton monotone, le ton que Sofia avait acheté avec une grosse somme d'argent pour couvrir tout signe inhabituel. Ricardo lâcha le médecin, s'agenouilla près du lit, enfouissant son visage dans la main froide de sa mère. L'impuissance envahit l'homme le plus puissant du monde de la technologie. Juste à ce moment-là, un bruit chaotique provint de l'entrée principale, des sons de métal frappant, des cris des gardes. Laetitia était arrivée. Elle frappait avec force la lourde porte de fer, ses mains ensanglantées pour avoir tenté de forcer la serrure. « Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Elle a encore de l'espoir. On est en train de lui faire du mal. » 2 grands gardes de sécurité sortirent en courant de la guérite. Ils reconnurent la serveuse qui avait été licenciée ce soir-là. « Folle. Tu veux des problèmes ?» L'un d'eux saisit les cheveux de Laetitia, les tirant vers l'arrière.
Le patron t'a interdit l'entrée. Lâchez-moi. J'ai l'antidote. Madame Helena est empoisonnée. Laetitia lutta furieusement. Elle mordit avec force la main du garde, le faisant crier de douleur et la lâcher. La porte restait fermée. La clôture de 3 mètres de haut avec des pointes de fer acérées pointait vers le ciel comme des lances. Laetitia n'avait nulle part où aller. Elle ne pouvait pas attendre qu'ils ouvrent la porte. Elle recula de quelques pas pour prendre de l'élan, puis s'élança directement vers la clôture. Elle s'agrippa aux ornements en fer forgé et grimpa. Les barres de fer froides et glissantes par la pluie lui coupaient la peau. « Attrapez-la !» cria le garde en sortant sa matraque. Laetitia atteignit le sommet de la porte. Une pointe de fer acéré lui déchira le mollet. Le sang frais jaillit en se mélangeant à l'eau de la pluie. Elle serra les dents sans émettre un son, puis se lâcha. Sautant dans la cour d'allée à l'intérieur. Crac! Le son de son os de la cheville frappant violemment le sol dur. Laetitia s'effondra. Une douleur insupportable lui parcourut le dos. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle se releva maladroitement, boitant vers la porte principale du manoir avec le flacon de l'antidote qu'Andrés lui avait donné à la main. « Ricardo, elle fait du mal à ta mère. » C'est de l'arsenic. Son cri déchirant. Il résonna jusqu'à la chambre du 2e étage. La porte principale du manoir s'ouvrit d'un coup. Ricardo sortit. Son visage était sombre, ses yeux injectés de sang par la douleur et la colère. Il vit Laetitia, trempée, couverte de boue, avec du sang coulant sur sa jambe, tentant de ramper vers lui, alors que 2 gardes de sécurité se jetaient pour l'immobiliser au sol. « Ça suffit !» rugit Ricardo, sa voix comme le tonnerre. Il descendit les marches, regardant Laetitia avec l'expression de quelqu'un qui voit une nuisance. « Tu oses encore revenir ici semer le trouble alors que ma mère est en danger? Tu veux de l'argent au point de perdre toute humanité ?» Laetitia fut immobilisée par les gardes avec le visage contre le sol de dalles froids. La boue remplissait sa bouche, mais ses yeux brûlaient en regardant directement Ricardo. « Je ne veux pas de votre argent !» cria-t-elle, sa voix rauque. « J'ai besoin que vous ouvriez les yeux. Votre femme fait du mal à votre mère. »« Tais-toi !» cria Ricardo, levant la main comme pour gifler violemment ce visage boueux. L'arrogance et la douleur de la perte lui firent perdre la raison. « Tu oses calomnier ma femme? Sofia est la seule qui s'occupe d'elle. Et toi, tu n'es qu'une petite voleuse. » Il se tourna vers les gardes. « Menottez-la. Appelez la police pour qu'ils l'enlèvent de ma vue. » Le cliquetis du métal résonna. Des menottes en métal froide se refermèrent sur l'un des poignets de Laetitia. Mais juste avant que le garde ne lui menotte l'autre main. Laetitia utilisa ses dernières forces, luttant avec violence. Elle plongea sa main dans la poche de son soutien-gorge, l'endroit le plus sûr où elle gardait la preuve. Sortit le rapport d'analyse froissé par la pluie et le flacon de l'antidote de dimercaprol. Regarde. Aveugle. Elle lui jeta directement le papier et le flacon à Ricardo sur la poitrine. Le papier vola dans la pluie, collant à sa chemise blanche coûteuse. Le flacon tomba à ses pieds, roulant. Ricardo tenta de l'écarter. Mais une phrase en gras, rouge et brillante sur le papier mouillé, frappa ses rétines. Résultat du test, positif pour l'arsenic. Concentration, critique. Il s'arrêta net. Tout le monde autour de lui sembla s'arrêter de tourner. Le son de la pluie, la respiration haletante de Laetitia, le son lointain de la sirène d'une voiture de police. Tout sembla disparaître. Seule cette phrase dansait devant ses yeux. Arsenic? Dommage. Au même moment, dans la poche de son pantalon, son téléphone vibra sans arrêt. Encore et encore. Ce n'était pas un message, mais une série de notifications prioritaires. Instinctivement, il sortit le téléphone. L'écran s'alluma. Un courriel d'une adresse inconnue avec le titre « Preuve caméra de la cuisine ». Voir maintenant. Les doigts de Ricardo tremblèrent en cliquant sur le fichier joint. La vidéo s'afficha clairement, malgré le fait qu'elle ait été enregistrée en secret. Un angle élevé qui pointait directement vers le plan de travail de la cuisine. Dans la vidéo, Sofia, sa femme Angélique, était là. Elle regarda autour d'elle furtivement, puis sortit le petit flacon de son décolleté. Versa goutte à goutte le liquide dans le verre d'eau personnel de sa mère. Son visage était froid, cruel, et finalement, un sourire tordu quand elle rangea le flacon.
Ricardo vit la vidéo. Une fois. 2 fois. Sa respiration était agitée. Sa poitrine semblait sur le point d'éclater. Il leva la tête, regardant vers la fenêtre de la chambre du 2e étage. Sofia était là, écartant le rideau pour regarder en bas. En voyant qu'il la regardait, elle lâcha rapidement le rideau. Mais Ricardo avait réussi à voir la panique fugace sur ce beau visage. Puis, il regarda à ses pieds. Laetitia était toujours là, une main menottée, le sang de sa jambe se mélangeant à la mare d'eau de pluie. Elle ne suppliait pas, elle ne pleurait pas. Elle le regardait avec une expression tragique mais ferme. « Antidote », murmura-t-elle, désignant le flacon qui roulait à ses pieds. Elle ne peut plus attendre. Un frisson parcourut le dos de Ricardo, plus froid que la pluie de cette nuit-là. La vérité brute et cruelle gifla violemment son arrogance. Il avait fait confiance à quelqu'un de malveillant et il était en train de piétiner la personne qui avait sauvé la vie de sa mère. Ricardo se baissa et ramassa le flacon de l'antidote. Il serra la main si fort que le flacon faillit se briser. « Lâchez-la », dit sa voix grave, terrifiante comme le grognement d'une bête blessée. « Mais, monsieur », le garde hésita. « J'ai dit de la lâcher, immédiatement », rugit Ricardo, sa voix résonnant dans tout le quartier. Le garde ouvrit les menottes rapidement. Laetitia tomba au sol, serrant son poignet meurtri. Ricardo ne l'aida pas à se relever. Il n'avait pas le courage de la toucher à ce moment-là. Il se retourna, faisant de grands pas lourds vers la porte principale du manoir. Le froid qui émanait de lui fit que les serviteurs, qui étaient recroquevillés à la porte, s'écartèrent en tremblant. La véritable tempête n'était pas dehors. La tempête était entre les mains de Ricardo et elle était sur le point de balayer toute la fausseté de cette maison. Laetitia tenta de réprimer la douleur dans sa jambe. Se levant maladroitement et coiffée, elle courut après lui. Elle devait être témoin du résultat. Elle devait s'assurer que Madame Elena soit sauvée. Ricardo ouvrit la porte de la chambre d'un coup de pied. Sofia était assise près du lit, tenant la main de Madame Elena, faisant semblant de sangloter. « Mère, ne me laissez pas !» En entendant la porte s'ouvrir avec force, Sofia se tourna, les yeux larmoyants. « Ricardo, mère est très faible. Le médecin a dit... » Ces mots restèrent coincés dans sa gorge, en voyant l'expression de son mari. Ce n'était pas une expression de douleur partagée, c'était une expression de furie. Ricardo ne dit pas un mot. Il alla directement au mini-réfrigérateur, sortit une bouteille d'eau minérale, l'ouvrit, puis prit le petit flacon de verre, la preuve que Laetitia avait risqué sa vie pour apporter, et en versa un peu dans la bouteille d'eau. Il agita doucement la bouteille d'eau, puis marcha lentement vers Sofia. « Tu as soif, chère épouse ?» demanda-t-il. Sa voix douce mais tranchante comme un rasoir. « Bois un peu d'eau. Reprends des forces pour pleurer. » Sofia fixa la bouteille d'eau dans la main de Ricardo, comme si elle voyait un serpent venimeux lever la tête. Ses pupilles se dilatèrent au maximum. L'horreur pure apparut sur son visage, qui avait toujours été soigneusement couvert de maquillage. Elle reconnut le petit flacon de verre. Elle reconnut le liquide brillant à l'intérieur. C'était ce qu'elle avait utilisé pour nuire à sa belle-mère. Et maintenant, c'était devant elle, entre les mains du mari qu'elle considérait encore comme un imbécile. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ricardo. Sa voix était à peine un murmure, mais l'air dans la chambre se figea. Il agita doucement la bouteille d'eau. Le son du liquide résonna clairement dans le silence terrifiant. « Tu venais de dire que tu étais si inquiète pour maman que tu ne pouvais ni manger ni dormir. Bois un peu d'eau pour te remettre. Ou as-tu peur qu'il y ait quelque chose de nocif ici ?» Sofia recula. Ses talons trébuchèrent sur le bord du tapis, la faisant vaciller et tomber assise sur le bord du lit de Madame Elena. « Toi, de quelle bêtise parles-tu » balbutia-t-elle, tentant de forcer un sourire tordu. « Je n'ai pas soif, je viens de boire. Ne me fais pas ces blagues. J'ai peur. » « Je ne plaisante pas. » Ricardo s'approcha, se baissa, approchant la bouteille d'eau du visage de sa femme. L'odeur de colère qui émanait de lui était écrasante. « Dans la vidéo que je viens de voir, tu as versé cela dans le verre d'eau de ma mère avec un sourire très doux. Maintenant, je veux voir ce sourire à nouveau. Bois. » « Non !» hurla Sofia hystériquement.
agitant le bras avec force. Crac! La bouteille d'eau vola de la main de Ricardo, frappant violemment le mur opposé. L'eau éclaboussa, trempant le tableau à l'huile coûteux accroché au mur. « Tu n'oses pas le boire !» rugit Ricardo, saisissant les épaules de Sofia, la soulevant. « Tu n'oses pas le boire parce que tu sais que c'est de l'arsenic. Tu sais que c'est du poison. Tu oses faire cela à ma mère juste sous mon nez. » Sofia, Laetitia, qui à ce moment-là était entrée en boitant dans la chambre, ne se souciait pas de la dispute des propriétaires de la maison. Son objectif était Madame Elena. La vieille femme était inconsciente, sa respiration faible comme une bougie au vent. Laetitia se jeta sur le lit, les mains tremblantes. Elle ouvrit la boîte de l'antidote dimercaprol qu'elle avait acheté avec ses dernières économies. Elle n'était pas infirmière. Elle ne savait pas faire d'injection. Mais Andrés lui avait dit « Si tu ne peux pas injecter, brise l'ampoule. Mélange-la avec un peu d'eau et verse-la dans sa bouche. » C'est moins efficace que l'injection. Mais c'est mieux que de ne rien faire. Madame Elena, tenez bon, murmura Laetitia, les larmes roulant sur les joues de la vieille femme. Avec précaution, elle versa goutte à goutte l'antidote dans sa bouche, lui frottant doucement la gorge pour qu'elle l'avale. De l'autre côté du lit, Sofia luttait dans l'étreinte de Ricardo. Le masque d'ange s'était complètement brisé. « Lâchez-moi, vous me faites mal !» cria Sofia, ses ongles acérés griffant la main de Ricardo jusqu'à la faire saigner. « Du mal !» Ricardo rit, un rire amer et douloureux. « Sais-tu combien ma mère a souffert quand ses organes s'affaiblissaient de jour en jour? Sais-tu combien cela m'a fait mal? Moi, de faire confiance à quelqu'un comme toi ?» Il poussa Sofia avec force. Elle tomba face contre terre sur l'épais tapis du sol, ses cheveux élégamment bouclés maintenant en désordre, couvrant la moitié de son visage. Sofia leva la tête. Il n'y avait plus trace de peur suppliante. Ses yeux brillaient du feu de la haine et de la folie. Elle savait qu'elle avait été complètement découverte. Il n'y avait pas de retour en arrière. Rien à perdre. Elle se mit à rire, un rire strident et sauvage qui résonna dans la pièce, imprégné de l'odeur de désinfectant et de trahison. « Oui, c'était moi. Et alors ?» hurla Sofia, sa voix déchirant sa gorge, libérant toute la fausse retenue des dernières années. « Je voulais que cette vieille s'en aille. C'était un fardeau, un cadavre puant le village dans ce manoir. Sais-tu à quel point je me sentais honteuse avec mes amis chaque fois qu'elle ouvrait la bouche pour raconter des histoires de quand elle vendait des légumes ?» Ricardo resta paralysé, regardant la femme avec laquelle il avait dormi. Il semblait ne pas la reconnaître. « C'est seulement pour cela que tu as fait ça ?» demanda-t-il, sa voix brisée. « Pas seulement pour ça. » Sofia se leva avec maladresse, pointant Ricardo au visage, ses yeux pleins de ressentiment. « Aussi pour toi. Toujours, ma mère ceci, ma mère cela. Tu la traitais comme une sainte vivante. Et moi, je n'étais qu'une poupée décorative pour ton succès. J'ai besoin d'argent. Je dois au casino de Macao 2 millions de dollars. Si elle meurt, l'argent de l'assurance sera à moi. Je paierai toutes mes dettes et je m'échapperai de cette famille étouffante. Gifle. » Un bruit fort de gifle résonna. Ce n'était pas Ricardo. C'était Madame Elena. La vieille femme, qui venait de recevoir l'antidote de Laetitia, sembla trouver dans la colère une dernière étincelle de force. Tremblante, elle s'appuya sur ses mains pour s'asseoir. Elle prit le bâton de bois au chevet du lit et frappa la jambe de sa belle-fille. Pas avec force, mais suffisamment pour montrer la colère la plus profonde d'une mère. « Maudite, maudite sois-tu !» chuchota Madame Elena, les larmes roulant sur son visage ridé. « Je te considérais comme une fille. » Sofia se tourna brusquement vers sa belle-mère. Ses yeux brillèrent d'un danger. Elle saisit le couteau à fruits qui était dans l'assiette de pommes à proximité. « Tu ne t'es pas encore effondrée, vieille collante ?» Elle s'élança vers le lit, la pointe du couteau pointant directement vers Madame Elena. « Attention !» cria Laetitia, se jetant sans hésiter pour s'interposer entre Sofia et Madame Elena. Ploc! Un son sec et tranchant résonna, faisant que le temps sembla s'arrêter. La pointe acérée du couteau à fruits ne toucha pas la peau ridée de Madame Elena. Au lieu de cela, elle se planta profondément dans le bras mince de Laetitia,
qui s'était jeté en avant comme un bouclier humain. Aïe! Laetitia laissa échapper un léger cri, se mordant la lèvre inférieure pour étouffer un gémissement de douleur. Le sang frais jaillit, teignant de rouge la manche de sa chemise, déjà tachée de boue. Sophia resta hébétée un instant. Elle ne s'attendait pas à ce que cette humble serveuse ose risquer sa vie pour arrêter le couteau. Mais la folie s'était emparée de son esprit. Elle tenta de retirer le couteau pour continuer à faire du mal. « Femme folle !» rugit Ricardo. Il se jeta sur elle comme une bête sauvage irritée. Sa grande main saisit le poignet de Sophia, qui tenait le couteau, serrant si fort qu'on entendit le craquement des os. « Lâchez-moi !» cria Sophia, de douleur. Ricardo ne dit rien. Il tordit le poignet de sa femme. Le couteau tomba au sol avec un tintement sec, avec la force de la furie contenue depuis si longtemps. Ricardo poussa Sophia vers l'arrière. Elle vacilla, trébucha sur le pied du lit et tomba face contre terre, sa tête frappant l'armoire de bois. Ses cheveux en désordre couvrant son visage. « Tu oses toucher à ma mère. Tu oses blesser une autre personne. » Ricardo haletait. Sa poitrine se soulevait violemment. Il s'interposa entre Sophia et les deux femmes faibles derrière lui, ses yeux injectés de sang, regardant sa belle épouse, qui ressemblait maintenant à une créature pathétique. Laetitia serra fortement son bras saignant, une sueur froide perlant sur son front. Mais elle se tourna tout de même pour consoler Madame Helena. « Madame, allez-vous bien ? N'ayez pas peur. » Madame Helena, tremblante et horrifiée, saisit la manche tachée de sang de Laetitia, secouant la tête, les larmes jaillissant. Au sol. Sophia se leva avec maladresse. La chute douloureuse ne sembla pas lui faire entendre raison, mais au contraire. Elle brisa complètement le dernier vestige de lucidité qui lui restait. Elle regarda Ricardo, puis Laetitia. Il n'y avait plus de peur feinte, ni de supplique. Il ne restait qu'une haine pure et une avidité insatiable. « Oui, j'ose », hurla Sophia, sa voix déchirant le silence de la nuit, résonnant dans tout le grand manoir. « Je veux que cette vieille s'en aille. Je veux qu'elle disparaisse de cette maison immédiatement. »« Pourquoi ?» demanda Ricardo, sa voix grave, tremblante de douleur. « Je t'ai tout donné. Des manoirs, des voitures, des bijoux, un statut. Que te manquait-il d'autre pour faire quelque chose d'aussi cruel? Tout. Ha, ha, ha. » Sophia lâcha un rire sauvage. Des larmes et du mucus tachèrent son visage maquillé. « Tu m'as donné une cage dorée, Ricardo. Tu m'as transformé en une poupée à exposer à tes côtés. Mais m'as-tu jamais demandé ce dont j'avais besoin? M'as-tu jamais regardé avec la même adoration que celle avec laquelle tu regardes ta mère? » Elle pointa à Madame Helena, qui se cachait derrière Laetitia. Elle était une épine dans mon pied, toujours silencieuse, se faisant toujours passer pour la victime. Tu rentres du travail, et c'est « maman ». Tu manges, et c'est « maman ». Et moi, j'ai des dettes accumulées pour maintenir la façade glamour qui te plaît. Je dois au casino de Macao 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Tu entends bien? Ricardo resta gelé. Des dettes de jeu? Toi, tu as utilisé mon argent pour jouer? Ton argent n'était pas suffisant, hurla Sophia, ses yeux exorbités. Tu contrôlais trop les comptes. J'avais besoin d'une grosse somme d'argent, immédiatement, et cette vieille... Elle regarda Madame Helena avec des yeux cupides. Elle a une assurance vie de 2 millions de dollars que tu lui as acheté l'année dernière. Seulement si elle meurt d'une maladie de vieillesse, l'argent sera à moi. Je paierai toutes mes dettes. Je serai libre. Les confessions jaillirent comme une cascade, emportant toute l'affection matrimoniale, exposant une âme pourrie jusqu'au plus profond par l'argent. Ricardo recula d'un pas. Des nausées lui montèrent à la gorge. Il regarda la femme en face de lui. Ressentant du dégoût comme s'il regardait une créature étrange, il avait dormi dans le même lit avec quelqu'un qui était prêt à nuire à sa mère seulement pour payer des dettes de jeu. « Tu n'es pas humaine, » dit Ricardo, sa voix froide comme la glace. « Tu es un démon. Les démons sont aussi créés par vous, » hurla Sophia, tentant d'attaquer à nouveau. Mais juste à ce moment-là,
Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. La porte de la chambre s'ouvrit toute grande. 3 policiers armés firent irruption, leurs pistolets pointant directement vers Sofia, derrière eux, 2 ambulanciers et l'intendante Martha, qui avait appelé en tremblant sous les instructions secrètes de Ricardo. « Police, ne bougez plus. Baissez votre arme. » Sofia s'arrêta. La lumière des lampes de poche de la police l'aveugla, lui faisant se couvrir le visage avec les mains. L'agressivité disparut, remplacée par la peur réelle face à la loi. « Non, non !» recula-t-elle, heurtant l'armoire. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. C'est ma maison, mon mari. Mon mari me fera sortir sous caution. » Elle se tourna vers Ricardo, son visage contorsionné par la supplique. « Ricardo, mon amour, dis-leur. Je me suis juste laissé emporter. Je suis déprimé. Ce n'était pas intentionnel. Tu ne peux pas laisser ta femme aller en prison. Qu'adviendra-t-il de ta réputation? De ton entreprise? » Jusqu'au dernier moment, elle continuait d'utiliser sa réputation et ses intérêts comme bouclier. Ricardo regarda sa femme, recroquevillée devant le canon du pistolet de la police. Il s'approcha lentement de l'officier commandant, lui remettant le téléphone avec la vidéo de la preuve déjà ouverte. « Arrêtez-la !» dit Ricardo, sans hésiter. « Elle a causé un grave dommage intentionnellement. Il y a des preuves, des indices et une confession. Je fournirai tout aux enquêteurs. Ricardo. »« Maudit sois-tu. Tu oses me faire ça ?» hurla Sofia, alors que 2 policiers l'abordaient, lui tordant les bras dans le dos. Clic. Le son froid des menottes résonna, refermant les poignets de la femme qui fut autrefois la reine de ce manoir, alors que Sofia luttait. Une voix faible mais autoritaire retentit depuis le lit. « Attendez. » Tous se tournèrent. Madame Helena, avec l'aide de Laetitia, s'était efforcée de se lever. Elle s'appuya sur son bâton de bois, faisant des pas lents mais fermes vers sa belle-fille. Laetitia, inquiète, tenta de l'aider. Mais Madame Helena lui fit un geste pour qu'elle s'arrête. Elle voulait l'affronter seule. Madame Helena se tint devant Sofia, regarda profondément dans les yeux furieux de sa belle-fille aristocratique. « Je ne t'ai jamais haï pour ta richesse ou parce que tu ne savais pas cuisiner. »« Sofia, » dit Madame Helena. Sa voix tremblait, mais chaque mot était clair. « J'ai essayé de t'aimer comme une fille. Je pensais que ta froideur n'était que ton mode de vie moderne. » Sofia la fixa, reniflant avec mépris. « Mais aujourd'hui, je le sais, » continua Madame Helena. « Je ne te hais pas. Je te plains seulement. Tu portes des soies et des brocarts. Tu te parfumes avec des fragrances chères. Mais ton âme pue l'immondice de l'avidité. Tu es très pauvre. Sofia, pauvre de caractère jusqu'à la pitié. Tais-toi. Qu'est-ce que tu en sais ?» hurla Sofia, tentant de se jeter sur elle, mais étant maintenue par la police. « Emmenez-la !» ordonna Ricardo. Se détournant, ne voulant plus voir ce visage une seule seconde de plus, les policiers entraînèrent Sofia vers la porte. Elle luttait, criait, maudissait. Ses talons coûteux tombèrent, laissant ses pieds nus, se tordant sur le sol froid, alors qu'elle était conduite aux côtés de Laetitia, qui était assise au sol, tenant sa blessure sanglante. Sofia s'arrêta brusquement. Elle se pencha en avant et cracha en direction de Laetitia. « Tu es très contente, n'est-ce pas ? Misérable serveuse en guenilles, » siffla Sofia. Ses yeux injectés de sang. « Tu crois que tu as gagné ? Tu as ruiné ma vie. Je reviendrai. Je te ferai vivre un enfer. » Laetitia ne broncha pas. Avec calme, elle essuya la tache sur sa joue. Ses yeux clairs regardèrent directement Sofia. Sans peur, sans hésiter. « Je n'ai pas gagné. »« Madame Sofia, » répondit Laetitia, sa voix douce mais résonnant dans la chambre chaotique. « Et vous ne m'avez pas gagné non plus. Vous avez perdu par votre propre avidité. Et moi, je n'ai fait que défendre la vérité. Et la vérité est que Madame Helena vivra. » Sofia resta paralysée devant ce regard ferme. Avant qu'elle ne puisse lâcher plus de mots venimeux, le policier la poussa avec force vers la porte. Les cris de Sofia. « Ricardo, tu le regretteras, tu le regretteras » résonnèrent dans le couloir, diminuant graduellement. Et puis, ils s'éteignirent complètement quand la porte principale se ferma.
Un silence s'empara de la chambre, un silence lourd, oppressant, mais aussi plein de libération. Les ambulanciers s'empressèrent de soigner les blessures de Laetitia. Ricardo resta seul au centre de la pièce, ses larges épaules affaissées, comme s'il portait tout le poids du monde. Il regarda la tache de sang frais sur le sol. Le sang de Laetitia. La personne qui l'avait humilié, qui l'avait chassé, mais qui était revenue pour s'interposer entre sa mère et le couteau. Il regarda ses mains, des mains qui avaient signé des contrats multimillionnaires, qui avaient donné des ordres à des milliers d'employés. Mais aujourd'hui, ses mains tremblaient, impuissantes et entachées de culpabilité. Il avait gagné la bataille pour sa mère, mais il avait perdu lamentablement en tant qu'être humain. Le regard de Ricardo se dirigea lentement vers Laetitia, la petite fille, tachée de boue, avec la main bandée de blanc et ensanglantée, souriait faiblement pour rassurer sa mère. Une vague de regret envahit la poitrine de Ricardo, si forte qu'elle l'étouffa. Il savait que le moment de son propre jugement de conscience était arrivé. Le hurlement des sirènes de la police s'affaiblit jusqu'à s'éteindre. Avalé par l'égouttement constant de la pluie nocturne par la fenêtre, la vaste chambre où venait d'avoir lieu la plus tragique des scènes familiales sombrait maintenant dans un silence pesant. Personne ne prononça un mot. On n'entendait que le craquement des emballages médicaux et l'odeur pénétrante de l'alcool désinfectant qui éclipsait le parfum persistant de Sophia. Prêt? La blessure est assez profonde. Il faut faire 3 points. L'ambulancier brisa le silence étouffant. En coupant les fils, il colla un morceau de gaze blanche sur le bras mince de Laetitia. « Mademoiselle, vous avez de la chance, un peu plus, et cela aurait touché une zone dangereuse. Il vous restera une cicatrice. Mais, au moins, vous pourrez bouger la main. » Laetitia acquiesça légèrement, son visage pâle à cause de la perte de sang et de la douleur lancinante qui commençait maintenant à l'envahir à mesure que l'adrénaline disparaissait. Elle était assise au sol, le dos appuyé contre la tête de lit de Madame Elena. Son uniforme de serveuse, taché de boue, était maintenant parsemé de taches de sang frais. « Merci », chuchota Laetitia, d'une voix rauque. Ricardo était à quelques pas de là, immobile comme une statue de pierre. Il regarda le bandage blanc teinté de rouge sur la main de Laetitia. Puis il regarda ses chaussures coûteuses en cuir italien, les mêmes chaussures qu'il avait portées, 48 heures auparavant, pour l'enjamber quand on l'avait jeté à la porte. Il regarda la tache de boue des pieds de Laetitia sur le précieux tapis persan. C'était la boue de l'extérieur de la porte du manoir. C'était la boue de l'endroit d'où il l'avait chassée. Elle avait dû escalader la clôture, se couper les jambes sur les pointes, être écrasée par les gardes, seulement pour revenir sauver la famille qui l'avait humiliée. Un sentiment de dégoût de soi s'empara de la gorge de Ricardo. Amer et piquant. « Monsieur Morales », dit le médecin d'urgence, celui qui était venu avec la voiture de police tout en ramassant ses instruments. « Madame Elena est stable. L'antidote de dimercaprol qu'a apporté cette jeune fille est le plus précis pour l'intoxication par l'arsenic. Si cela avait été retardé d'environ 30 minutes de plus, je crains que le cœur de votre épouse ne se soit arrêté. » Il regarda Laetitia avec admiration. Cette jeune fille n'est pas seulement courageuse, elle est aussi très vive d'esprit. Vous devriez la remercier. Les mots du médecin furent comme une deuxième gifle au visage de Ricardo. Qu'avait-il fait? Il avait fait confiance à quelqu'un de malveillant et il avait piétiné la personne qui avait sauvé la vie de sa mère. Il l'avait traité de vulgaire. Il l'avait accusé de vol. « Je le sais », murmura Ricardo, sa voix brisée. L'ambulancier aida Laetitia à se lever pour que Madame Elena puisse se reposer. Mais en se mettant debout, Laetitia vacilla, sa jambe cédant à cause de la blessure à la cheville en sautant la clôture. « Attention !» cria Madame Elena depuis son lit. Ricardo réagit instinctivement. Il tendit la main pour l'aider. Mais Laetitia se recroquevilla, un réflexe naturel de peur. Ses yeux le regardèrent avec un éclair de panique. Comme un petit animal qui voit un prédateur, elle se ratatina, esquivant sa main, s'appuyant complètement sur l'ambulancier. La main de Ricardo resta suspendue en l'air. Ce moment lui fit mal. Cette évasion faisait plus mal que 1000 insultes. Elle avait peur de lui. La courageuse fille qui avait osé s'interposer entre Sophia et le couteau craignait maintenant son contact. Je suis désolé.
Ricardo retira sa main, la serrant en un poing, ses ongles s'enfonçant dans sa chair avec douleur. « Je vais l'emmener au salon pour qu'elle se repose », dit l'ambulancier. Puis il accompagna Laetitia, en boitant hors de cette chambre inquiétante. Ricardo resta seul dans la pièce. Il se tourna pour regarder sa mère. Madame Elena était assise, appuyée sur l'oreiller. Son visage vieilli couvert de larmes. Elle regarda son fils, la fierté de toute sa vie. L'homme à succès que tant admirait. Mais maintenant, devant ses yeux, il n'y avait qu'un enfant perdu et blessé. Ricardo, l'appela-t-elle doucement. Ricardo s'approcha et s'agenouilla au bord du lit. Il enfouit sa tête dans la main décharnée de sa mère. Ses épaules tremblaient de façon incontrôlable. « Je me suis trompé, mère. Je me suis trompé », sanglota-t-elle. Le pleur d'un homme désillusionné, se dépouillant de sa fausse cape de force. « J'ai failli laisser quelque chose vous arriver. J'ai marié une personne malveillante dans cette maison. » Madame Elena caressa doucement les cheveux sombres de son fils. Ses doigts tremblaient, mais ils étaient chauds. « Ce n'est pas ta faute de faire confiance aux gens. Mon fils. Le mal a parfois un visage très beau, dit-elle. Sa voix faible, mais indulgente. Mais tu as commis une grande erreur. Ricardo. Ricardo leva la tête, ses yeux rouges regardant sa mère. Tu as laissé l'argent t'aveugler, continua Madame Elena, ses yeux fixés sur la porte par laquelle Laetitia venait de sortir. Tu as jugé les gens sur les vêtements qu'ils portent, sur la façon dont ils s'inclinent devant toi. Tu n'as pas vu la véritable personne qu'est Laetitia. Cette fille, elle n'a rien. Mais elle a quelque chose que toi et Sophia n'avez pas. Qu'est-ce que c'est, mère? Une bonté inconditionnelle. Madame Elena soupira. Elle ne m'a pas sauvé pour une récompense. Elle m'a sauvé parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir le mal triompher. Et toi, comment l'as-tu traité? La question de sa mère s'enfonça profondément dans le cœur de Ricardo. Il se souvint du regard de Laetitia à la fête, un regard d'injustice, de désespoir. Quand il ordonna qu'on la chasse, il se souvint de l'image d'elle étant écrasée par les gardes dans la boue. Il se souvint de la tache de sang sur la manche de ses vêtements. Le regret n'était plus un sentiment, il était devenu une douleur physique. Déchirant ses entrailles, il se leva, essuyant ses larmes, son visage se durcit. Il n'y avait plus de faiblesse, mais la détermination d'un homme qui voulait expier ses erreurs. « Je comprends. »« Mère, » dit Ricardo, « je dois faire quelque chose. Va. » Madame Elena acquiesça, souriant soulagée. « Ne laisse pas l'ego d'un millionnaire t'empêcher d'être une personne décente. » Ricardo se retourna et sortit de la chambre. Il marcha dans le long couloir désert vers le grand salon. Chacun de ses pas était lourd sur le froid sol de marbre, sous les brillantes lumières du lustre de cristal dans le hall principal. Là où il y a seulement 48 heures, il avait regardé de haut et humilié Laetitia. Maintenant, elle était assise là. Laetitia était recroquevillée au bord du grand canapé de cuir. Elle semblait plus petite et déplacée que jamais. Elle avait la jambe bandée, son bras couvert d'une gaze blanche. Elle avait la tête basse, regardant fixement ses mains tannées, son visage inexpressif. Autour d'elle, l'intendante Martha et quelques autres serviteurs se tenaient debout, d'un air soumis. Personne n'osait s'approcher. Personne n'osait rien dire. Ricardo s'arrêta au pied de l'escalier. Il regarda cette petite fille, celle qui avait sauvé la vie de sa mère, celle qui avait supporté son humiliation sans une seule plainte. Il prit une profonde inspiration, ajustant le revers de sa veste, encore taché de boue par l'élan de Laetitia. Il n'avait plus besoin d'être un patron. À ce moment-là, il avait seulement besoin d'être un homme repentant. Ricardo avança lentement vers Laetitia. Le son de ses chaussures de cuir résonna, attirant l'attention de tous dans le hall. Laetitia entendit les pas. Elle leva la tête, en voyant Ricardo s'approcher, par l'instinct d'une employée habituée à supporter. Elle s'empressa de tenter de se lever, malgré la douleur dans sa jambe. « Monsieur » murmura-t-elle. « Reste assise » dit Ricardo. Sa voix n'avait plus le ton froid et autoritaire, mais elle était chaude et suppliante. Il s'arrêta devant elle. La distance entre eux n'était que d'un pas. La distance entre le millionnaire et la serveuse.
la distance entre le bienfaiteur et le reconnaissant. Mais Ricardo savait que cette distance était artificielle. Il regarda directement dans les yeux de Laetitia. Puis, devant l'étonnement extrême de l'intendante Martha, des serviteurs et de Laetitia elle-même, Ricardo Morales s'agenouilla lentement. Les 2 genoux de Ricardo touchèrent le sol de marbre froid avec un tude sonore. Le son résonnant dans le grand hall, étouffant même le bruit de la pluie par la fenêtre. Toute la salle sembla retenir son souffle. L'intendante Martha laissa tomber le chiffon qu'elle avait à la main. Les autres serviteurs regardaient, bouche bée, sans pouvoir croire ce qu'ils voyaient. Monsieur Ricardo Morales, l'homme puissant qui ne s'était jamais incliné devant personne, celui qui marchait toujours avec le menton arrogamment levé, était maintenant agenouillé devant une serveuse. Ricardo ne se souciait pas de ses regards. Son monde à ce moment-là se réduisait aux pieds tachés de boue et bandés de Laetitia. Il inclina la tête très bas, ses larges épaules tremblaient, ses mains étaient serrées contre ses genoux, ses ongles s'enfonçant dans sa peau pour empêcher les sanglots de jaillir de sa gorge. « Monsieur !» s'exclama Laetitia, sa voix brisée par la surprise. Elle recula d'un pas par réflexe. Son dos heurta le dossier du canapé. La peur de l'humiliation précédente était encore gravée dans son esprit, l'empêchant de croire que cela soit réel. Ricardo ne leva pas la tête. Sa voix résonna, rauque et brisée, chaque mot comme arraché de ses entrailles. J'ai été aveugle. Laetitia, j'ai laissé mon arrogance et l'argent m'aveugler. Les larmes chaudes de l'homme tombèrent sur le sol froid. Je t'ai traité de moins que rien. Je t'ai jeté sous la pluie et le vent comme un animal sans abri. Je t'ai accusé de vol alors que tu étais la seule personne honnête dans cette maison. Ricardo sanglota, sa respiration saccadée. Tu as risqué ta vie en escaladant la clôture, en supportant la douleur pour sauver ma mère, pour sauver ma propre âme, alors que moi j'étais seulement là et que je t'humiliais. Lentement, il leva le visage. Ses yeux rouges et inondés de larmes regardèrent directement Laetitia. Il ne restait plus rien de l'arrogant magnate. Seulement un homme nu devant ses erreurs. Je suis une personne terrible. Laetitia, je ne mérite pas ton pardon, mais je te prie de me donner une chance d'expier cette erreur. Non pas parce que je suis ton patron, mais parce que je te dois la vie de ma mère. Le silence s'empara de l'espace. Laetitia regarda l'homme agenouillé devant elle. Elle vit le repentir le plus profond dans ses yeux. Ce n'était pas un repentir fin pour sauver les apparences. C'était l'effondrement d'un grand ego pour laisser place à l'humanité. Laetitia sentit un nœud dans sa poitrine. Elle ne ressentait pas de réjouissance, seulement de la compassion. Elle expira. Ses pieds douloureux et boitillants firent un pas. À l'étonnement de tous, Laetitia se baissa lentement, s'agenouilla au sol face à Ricardo. Elle ne voulait pas le regarder de haut. Elle voulait le regarder comme un être humain égal. « Levez-vous, monsieur Ricardo, » dit Laetitia à voix basse, sa voix douce mais ferme. « Je ne peux pas. » Ricardo secoua la tête. Les larmes continuaient de tomber. « Vous devez vous lever. » Laetitia posa ses mains bandées de blanc, encore avec du sang frais, doucement sur les épaules de Ricardo. La douleur aiguë de la blessure s'étendit à son cerveau, mais elle ne retira pas ses mains. « Vous n'êtes pas une mauvaise personne, monsieur Ricardo. Vous êtes seulement un fils dévoué aveuglé par la confiance mal placée. » Laetitia le regarda dans les yeux. « L'humiliation que vous m'avez infligée a fait très mal. Je ne l'oublierai pas immédiatement. Mais en vous voyant maintenant, je sais que vous avez reconnu votre erreur. Et une personne qui sait s'agenouiller pour admettre ses erreurs est une personne qui mérite de se lever pour les corriger. » Ces paroles simples furent comme de l'eau tiède qui coula vers le cœur sec et griffé de Ricardo. Il regarda les petites mains sur ses épaules, des mains qui avaient travaillé dur, qui avaient été blessées par sa famille. Il leva sa propre main, tremblante, et prit la main bandée d'elle. Il n'osa pas serrer, craignant de lui faire mal. Il la tint avec délicatesse comme un trésor fragile. « Merci, » murmura-t-il, changeant sa façon de parler sans s'en rendre compte. « Merci de ne pas nous avoir abandonnés. » Ricardo se leva lentement et aida également Laetitia à se lever avec lui. Pour la première fois dans ce manoir, Ricardo et Laetitia étaient au même niveau.
Il n'y avait plus de maîtres ou de serviteurs. Il n'y avait plus de riches ou de pauvres. Seulement deux personnes qui venèrent de traverser ensemble une tempête, connectées par la compréhension et une profonde gratitude. C'est l'une de ces rares histoires romantiques où la bonté et la sincérité sont primordiales. Depuis le canapé, Madame Helena sourit faiblement entre ses larmes. Elle savait que le cauchemar était terminé et qu'une nouvelle aube commençait à s'infiltrer dans cette maison. La main de Ricardo n'avait pas encore lâché celle de Laetitia. La chaleur de sa main rugueuse se transmettait à lui, l'ancrant à la réalité après le violent choc psychologique. « Martha !» s'exclama Ricardo. Sa voix avait récupéré son autorité habituelle, mais elle n'était plus froide. Elle était pleine de responsabilité. La vieille intendante sursauta et s'approcha, inclinant la tête plus que d'habitude. « Oui, monsieur. Prépare la meilleure chambre d'amis au 2e étage pour mademoiselle Laetitia. »« Tout de suite », ordonna Ricardo, sans détacher son regard du visage boueux de Laetitia, « et appelle le meilleur médecin privé pour qu'il examine ses blessures et celles de ma mère. À partir de ce moment, Laetitia n'est plus une servante dans cette maison. C'est une invitée d'honneur. C'est la bienfaitrice de la famille Morales. Oui, je le fais immédiatement. »« Monsieur. » Martha se retira rapidement, son attitude soumise et craintive. Laetitia tenta de retirer sa main, embarrassée. « Monsieur Ricardo, ce n'est pas nécessaire. Je peux retourner à ma chambre. »« Non. » Ricardo lui serra doucement la main, avec fermeté mais douceur. « Tu n'iras nulle part. Ta maison est ici. Au moins, jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Permets-moi de prendre soin de toi, comme tu as pris soin de ma mère. » Son regard était si sincère que Laetitia ne put prononcer aucune objection. Elle acquiesça doucement, et pour la première fois, elle se permit de s'appuyer sur cet homme quand la douleur dans sa jambe s'intensifia. 6 mois plus tard, le brillant soleil de printemps de la ville de Mexico baignait d'or la pelouse verte de l'Institut de bien-être social nouvellement construit. Cela faisait partie des histoires de millionnaires, mais d'une manière différente. Sur l'estrade élégamment décorée, une jeune femme se tenait devant le micro. Elle n'était plus la serveuse timide avec son uniforme usé d'autrefois. Laetitia portait un élégant tailleur pantalon couleur crème qui mettait en valeur sa silhouette svelte mais forte. Ses cheveux blonds dorés tombaient naturellement, avec de douces ondulations. Son visage radieux dégageait de la confiance et de la sagesse. « Mesdames et messieurs », résonna la voix de Laetitia, claire et émouvante. « Il y a 6 mois, j'étais une personne invisible. Je pensais que ma valeur résidait seulement dans mes mains qui nettoyaient. Mais aujourd'hui, debout, ici, en tant que directrice sociale de l'Institut Regard Attentif, je veux dire à tous les travailleurs silencieux, vous n'êtes pas invisibles. Votre dignité ne dépend pas de l'uniforme que vous portez, mais de votre cœur et de votre honnêteté. » Un applaudissement résonna dans tout l'auditorium. Assis au premier rang d'honneur, Ricardo Morales applaudit avec plus de force et d'enthousiasme. Il regarda Laetitia avec une expression qui ne contenait pas seulement de la fierté, mais aussi une profonde fascination et de l'admiration. Il avait changé. Il n'était plus le magnate qui ne se préoccupait que des chiffres et laissait sa famille entre les mains d'autres. Il avait appris à voir les gens avec le cœur grâce au regard attentif que Laetitia lui avait enseigné. À ses côtés, Madame Helena était assise dans un fauteuil, son visage rose et sain, sans trace de l'arsenic d'autrefois. Elle serra la main de Ricardo, ses yeux larmoyants alors qu'elle regardait la scène, murmurant « Comme elle est brillante, n'est-ce pas, mon fils ?»« Oui. »« Mère, » sourit Ricardo, « elle est notre lumière. » La cérémonie se termina. Les invités se dispersèrent graduellement. Ricardo et Laetitia se promenèrent dans le vibrant jardin de roses derrière l'Institut. Ils marchaient ensemble, sans rien dire, profitant simplement de la précieuse paix après les tempêtes passées. La brise de l'après-midi souffla doucement, agitant les mèches de cheveux de Laetitia. Ricardo leva la main et lui écarta doucement les cheveux derrière l'oreille. Ce geste intime fit que Laetitia s'arrêta. Elle le regarda, ses joues rougissant légèrement. « Laetitia », dit Ricardo à voix basse, rompant le silence. « Au cours des 6 derniers mois,
Tu m'as aidé à reconstruire cet institut, ma mère à se rétablir et moi à me trouver moi-même. Mais il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Il prit sa main gauche, où il restait encore une fine cicatrice de la blessure de Sophia. Il se pencha et baisa doucement cette cicatrice, la chérissant comme s'il baisait une médaille d'honneur. Avant, je pensais que l'argent achetait tout. J'ai acheté une belle maison, une vie confortable, et j'ai pensé que j'avais acheté le bonheur. Mais je me trompais. J'ai vécu une vie émotionnellement pauvre. Il leva la tête, regardant profondément dans ses yeux clairs. Maintenant, je sais que la chose la plus précieuse au monde est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer avec de l'argent. Ta sincérité, ton courage et ton cœur généreux. Tu as sauvé la vie de ma mère, mais tu as sauvé mon âme. Laetitia sentit son cœur battre à tout rompre. Elle regarda l'homme devant elle, qui fut autrefois si loin, maintenant si proche, sincère et chaleureux. « Monsieur Ricardo, ne m'appelle pas monsieur », interrompit Ricardo en lui serrant doucement la main. « Appelle-moi Ricardo, et permets-moi d'être à tes côtés, non pas comme quelqu'un de redevable, mais comme un homme qui veut te protéger et t'apprécier toute sa vie. Aurais-je cette chance ?» Laetitia ne répondit pas par des mots. Elle sourit, le sourire le plus radieux qu'elle ait jamais eu. Elle ne retira pas sa main, mais entrelaça doucement ses doigts avec les siens, les serrant. Ce fut la réponse la plus claire. De loin, dans le pavillon, Madame Elena était assise en train de prendre le thé avec Andrés, le frère de Laetitia, qui était maintenant un excellent étudiant universitaire grâce à la bourse de Ricardo. Elle vit ce serrement de main, un sourire de satisfaction sur ses lèvres. Finalement, murmura-t-elle pour elle-même, cette maison a une digne maîtresse, et mon fils a vraiment mûri. Le coucher du soleil tombait, teignant d'or tout le jardin. Tous les trois, Ricardo, Laetitia et Madame Elena, s'assirent ensemble pour dîner sous le porche. Il n'y avait pas de plats élaborés, ni de règles strictes, seulement des rires joyeux, le tintement agréable des couverts, et une chaleur qui se propageait. Laetitia continua également ses études, s'inscrivant dans une université de cours du soir, décidée à accomplir son rêve inachevé. Ce sont véritablement de belles histoires romantiques, la maison qui autrefois abritait de sombres secrets et des humiliations s'était maintenant transformée en un véritable foyer de vérité et d'amour. L'humiliation fut guérie par l'amour et le respect. Le statut rend les gens riches, mais le caractère fait l'être humain. Le bonheur n'est pas une destination, mais la façon dont nous nous traitons en chemin. L'histoire, la tasse du mépris, se conclut ici, avec Sophia menottée sortant du manoir, Madame Elena sauvée à temps, et Ricardo agenouillé devant la personne qu'il a autrefois jetée sous la pluie comme un être invisible. Dans un monde qui adore souvent l'argent et les apparences, les gens ont tendance à croire à la façade de la dame parfaite et à mépriser une humble serveuse seulement pour son uniforme usé. Mais, comme vous le voyez, parfois, seulement une tasse de thé brisée, une légère odeur d'amandes amères, un trébuchement intentionnel, suffisent pour dévoiler une conspiration et rendre à une personne sa conscience. Laetitia n'a pas sauvé Madame Elena parce qu'elle était la mère d'un millionnaire. Elle l'a sauvée parce que c'était une vieille femme acculée et parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir le mal triompher. Et Ricardo, après avoir été quelqu'un d'aveugle dans sa propre maison, a finalement compris que ce qui fait survivre une famille n'est pas le pouvoir, mais la bonté et le courage de défendre la vérité. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Je choisis le courage. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne Histoire avec Magie, pour que nous continuions de nous retrouver dans des histoires où la justice trouve toujours son chemin, même si elle doit traverser la pluie, la boue et le mépris. Merci de nous avoir écoutés. Nous nous voyons au prochain épisode, où une petite cicatrice sur la main de Laetitia continuera d'être là comme un rappel. La bonté ne fait pas de bruit, mais elle laisse toujours une trace.